Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Idée. Aujourd'hui, Idée va parler du rêve ou la pensée enfermée. Ça sera avec M. Akwete Hugues d'Almeida. Il est juriste et il a mis sur pied ce document pour aider les uns et les autres pour connaître davantage ce que c'est que le rêve. Après les écrits des philosophes, après ce que la religion conçoit comme rêve, Hugues d'Almeida a voulu apporter sa contribution pour que le rêve soit davantage compris. Monsieur Akwete d'Almeida, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Condor, c'est vous que je remercie, infiniment d'ailleurs, et pour m'avoir invité sur ce plateau. Et en effet, l'émission Idée est une émission que nous suivons avec beaucoup d'intérêt, et surtout en matière d'épanouissement de l'esprit et du développement personnel. Et des choses que d'habitude on n'apprend pas, on n'enseigne pas plutôt dans les universités ou bien dans les circuits académiques classiques. Et je suis très ravi d'être ici. Je félicite mes prédécesseurs qui sont passés par ici. Encore une fois, merci à M. Condor pour ce travail qu'il fait, ce travail immense qu'il fait au service du pays. Le rêve ou la pensée enfermée. Le rêve ou la pensée enfermée, et surtout la pensée enfermée. Et je veux tout simplement dire que quand nous dormons, notre pensée s'enferme dans le monde du mental, qui est un monde clos, fait de nos souvenirs de l'extérieur et de créatures imaginaires. Quand nous dormons, nos sens sont coupés de la réalité extérieure. Mais la pensée doit toujours continuer à opérer. Obligatoirement, il faut qu'elle puisse s'accorder à quelque chose. Et donc, notre pensée subconsciente lui crée un substitut. Donc, un monde factice, un monde virtuel, pour lui permettre d'opérer. J'ose même dire que rêver, c'est penser en dormant. Avant que vous ne preniez votre écritoire et apportez votre contribution pour que les téléspectateurs comprennent davantage ce que c'est que le rêve, vous avez certainement lu les écrits des autres. Oui, bien sûr. Et on a tous fait la philosophie. Et dans cette matière, on nous enseigne les idées des psychanalystes et surtout, notamment sur le rêve. Et l'une de ces idées qui quand même fait autorité est issue des travaux des gens comme Freud et Jung. Et ces travaux sont parvenus à la conclusion que le rêve, c'est en fait une libération de nos pulsions, de nos désirs, de nos penchants que nous avons réfrénés pendant le jour. Donc, il est vrai que il y a certains de nos désirs que nous n'arrivons pas, nous n'osons pas à traduire en actes parce que, évidemment, il y a des freins comme les lois, les règles, les interdits de toutes sortes. Mais la nuit, si ces pulsions et ces tendances sont quand même assez fortes, eh bien, vous allez vous libérer de ces choses-là. Ce que vous n'avez pas osé faire le jour, vous le faites la nuit. Donc, c'est ça une explication, une sorte d'exutoire de nos penchants, de nos désirs profonds. Et en plus aussi, c'est une sorte de réalisation de ce que de nos intentions, de nos désirs ardents. Quelqu'un qui, par exemple, veut devenir riche, ou bien il a des problèmes d'argent, cette personne-là va trouver dans le rêve qu'il a gagné à la loterie. Donc c'est un seul exemple comme ça pour traduire la pensée des scientifiques concernant le rêve. Mais il faut dire qu'avant ça, nous savons tous, et jusqu'à présent, il y a cette considération mystique du rêve, spirituelle du rêve, qui veut que ce soit un lieu d'intervention des forces surnaturelles, des forces occultes, qui peuvent intervenir à notre faveur, soit contre nous. Souvent, on entend communiquement que voilà, j'ai vu telle personne en rêve, et qui me menace, certainement celui-là c'est un sorcier. J'ai voulu me départir surtout de cette conception spirituelle du rêve ou occulte du rêve
mais aussi apporter une certaine appréciation par rapport à l'explication scientifique. Ça a apporté ma contribution du moins. Le rêve ou la pensée enfermée, qu'est-ce que vous mettez carrément dans le document? Dans le document, le rêve, nous l'avons défini comme étant une interaction entre notre pensée consciente et le monde mental. Donc c'est une interaction entre notre pensée consciente et le monde mental, et c'est pour dire que la pensée continue de fonctionner quand nous dormons. Mais seulement la différence est que cette pensée ne s'opère plus à l'extérieur, c'est-à-dire dans le monde environnant. Quand nous dormons, nous sommes coupés justement de ce monde environnant-là, et donc notre pensée aussi est coupée de ce monde environnant, et elle ne doit pas pour autant s'arrêter. Donc c'est pourquoi notre pensée subconsciente lui crée une sorte de substitut de ce monde au niveau du mental. Donc c'est un monde qui s'invite, qui est recréé au niveau du mental, un monde virtuel, un monde factice, mais ressemblant à s'y méprendre au monde extérieur, afin que la pensée puisse toujours continuer à s'exercer. Celui qui découvre le rêve ou la pensée enfermée, qu'est-ce qui gagnera à la fin de la lecture? Le lecteur qui va lire cet ouvrage va constater que ce qu'il voit dans cet ouvrage ne se trouve nulle part ailleurs. Et pour la simple raison que ce sont des réflexions personnelles, ce sont des réflexions faites à partir d'observations, ce qui est sûr, faites d'observations. Et ce sont ces réflexions-là, à partir de ces réflexions-là, de ces observations-là, même de certains témoignages-là, que nous avons pu donner une autre approche de ce phénomène du rêve. Le lecteur va nécessairement trouver quelque chose d'original là-dedans. Pouvez-vous nous présenter le résumé de cet ouvrage, le rêve ou la pensée enfermée? Le rêve ou la pensée enfermée, le phénomène peut être résumé comme étant une simple représentation. Une représentation de la réalité intégrale, aussi bien de la réalité de l'individu comme de la réalité extérieure à l'individu. Nous pensons tout simplement que le rêve est une représentation intégrale, aussi bien de l'individu que de l'extérieur. Le rêve a pour fonction de représenter ce monde extérieur et ce monde intérieur à l'individu. Concrètement, après la lecture de cet ouvrage, qu'est-ce qu'on peut avoir comme modification dans la vie et la conception du lecteur? Ça permettra d'abord au lecteur d'essayer de vérifier lui-même les faits que nous avons eu à noter dans cet ouvrage par rapport au rêve. Ça lui donne matière à réflexion à lui-même, de l'aider dans son introspection, de voir ses rêves et de les voir par rapport à ce qu'il a lu. Et ça, ce qui est sûr, c'est que cela va élargir sa vision, sa conception aussi de la chose. Le rêve ou la pensée enfermée est composé de combien de chapitres? Le rêve ou la pensée enfermée comporte 13 chapitres et qui tournent autour de 3 axes. D'abord la nature du rêve, ensuite les mécanismes de formation du phénomène du rêve et ensuite la fonction du rêve. On a essayé d'insister sur la fonction du rêve parce que le rêve après tout a une certaine utilité et c'est tout à l'heure de cette utilité que nous avons parlé et nous en avons parlé largement dans l'ouvrage. On commence par le premier chapitre, c'est les rêves et leurs manifestations. Par exemple, pendant le rêve, on rit, on réfléchit, on doute, on hésite. On pleure, alors que depuis longtemps, on pleure l'être aimé, que depuis longtemps, on a cessé de le pleurer pendant le jour, mais la nuit, on le pleure. Il y a aussi des scènes banales du quotidien que l'on retrouve dans les rêves. Le deuxième chapitre porte sur le sommeil. Le sommeil est le préalable du rêve. Et c'est quand nous dormons que nous commençons par rêver. Quand le sommeil nous fait couper de la réalité extérieure, automatiquement, cette coupure de notre environnement extérieur amène l'esprit qui se replie dans le monde du mental. Ça, c'est le deuxième chapitre. Le troisième, le rêve et l'effet de la veille. Tout le monde peut quand même constater que dans nos rêves, nous voyons l'effet de la veille, certains faits de la veille, nous les retrouvons dans nos rêves. Nous rencontrons des personnes, des visages que nous avons rencontrés la veille et qui se présentent dans nos rêves. On les reconnaît.
parfois aussi certaines émotions. Imaginez parfois que quelqu'un vous a fait peur ou bien vous avez une angoisse et ça déteint sur le rêve. Et là, c'est une hallucination que vous avez. Un lien nécessairement entre nos rêves et les événements de la veille. Et j'ai déjà un début d'explication du phénomène. C'est pour déjà commencer par démystifier le rêve comme étant quelque chose venu de l'au-delà ou quoi, des informations, des messages venus de l'au-delà ou autre. Le rêve est essentiellement composé de notre vécu, un mélange de bribes de réalité. Donc, nous avons des souvenirs plus ou moins proches, plus ou moins récents, qui se mélangent à des souvenirs d'il y a plusieurs années, même voire des décennies. Le rêve est un mélange de tout ça. Le rêve est aussi un mélange de créatures imaginaires et de souvenirs. Les créatures imaginaires et souvenirs se mélangent aussi aux sensations qui nous viennent de l'extérieur. Parce que nous ressentons toujours quelque chose de l'extérieur, même quand nous dormons. Et donc tout ça fait un mélange. Donc souvenirs, créatures imaginaires, sensations de l'extérieur, tout cela se mêle à des sensations que nous avons eues, des sensations venues de l'extérieur au moment même où nous rêvons. Excusez-nous de faire un témoignage personnel. Je dormais un jour et voilà qu'il y avait un engin qui vrombissait à l'extérieur. Non, ça nous a fait rêver d'avoir une voiture garée à l'extérieur pendant que je m'apprêtais à aller à une mission. C'est au réveil qu'on s'est rendu compte qu'au fait, ce rêve-là, ce bruit-là, ce n'était pas le bruit d'une voiture, mais plutôt le bruit d'un engin qui était garé. Dans le livre, il y a plein d'autres exemples aussi qui témoignent de ce fait que pendant le rêve, nos sensations, certaines sensations faibles qui nous viennent, sont prises en compte par le rêve et tout ça dans un tout harmonieux. Ça, c'est le 4e chapitre. Avant de continuer, quand vous parlez de créatures imaginaires, vous faites allusion à quoi? Parfois, dans le rêve, ce ne sont pas nécessairement des êtres ou bien des créatures que nous rencontrons de tous les jours. Parfois même, on peut rencontrer des monstres dans nos rêves, ça arrive. Et il y a des combinaisons parfois atypiques dans le rêve. Par exemple, un chat qui peut danser. Vous voyez un chat qui danse ou bien un mouton qui vous parle. Ça, c'est des créatures imaginaires. Ça n'existe pas dans la réalité. Oui, imaginaire à quel niveau? En plein sommeil ou bien en état d'éveil? En plein sommeil. Oui, c'est pourquoi nous disons que le rêve est un mélange de nos souvenirs propres et de certaines créatures imaginaires. Notre inconscient fabrique parfois des créatures atypiques pendant le sommeil. Des créatures qui n'existent pas dans la réalité. Notre inconscient les fabrique. Je crois qu'un certain nombre de gens peuvent l'attester. Donc, et la sensation de l'extérieur, oui. C'est quoi? Les sensations venues de l'extérieur, ce sont les bruits. Même supposons que vous dormez et qu'il y a une odeur de plats délicieux qui vous viennent aux narines. Qu'est-ce que vous allez rêver? Vous allez rêver peut-être que vous êtes en train assis à table et que vous prenez justement un repas délicieux. Et c'est peut-être si quelqu'un vous réveille brusquement que vous allez vous dire, écoutez, je fais ce rêve, mais au fait c'est que il y a cette odeur, c'est à cause de ça. Les sensations sont prises en compte dans le rêve. Nos sensations extérieures. Nous ne sommes plus conscients de ça. Notre esprit en hibernation perçoit quand même ça, mais tout ça là sur le compte du rêve. Mélange tout ça au rêve. C'est ça un mélange. Mais en plus, le rêve détache certains détails de la vie. Par exemple, le rêve peut prendre une façon de parler d'une personne réelle et l'attribuer à un personnage du rêve. Il peut prendre les propos que quelqu'un a tenus pour l'attribuer aussi à un autre personnage du rêve. Le rêve peut aussi prendre certains détails
Par exemple, il peut prendre, disons, une structure, la structure d'un objet réel, et le déplacer sur la structure d'un autre objet. Et de toutes les façons, le rêve peut détacher certaines choses de leur contexte pour les replacer dans d'autres contextes. Tout à l'heure, voilà, nous pensons justement à quelqu'un qui est fonctionnaire, qu'on connaît très bien, mais dans le rêve, on peut le voir dans un camion en partance peut-être pour un chantier. Vous reconnaissez très bien que cette personne-là, c'est un collègue de bureau ou bien c'est quelqu'un qu'on connaît bien dans la vie, mais qui n'est pas un ouvrier, mais vous le voyez comme ça. Donc le rêve détache certaines réalités d'autres entités et les replace dans d'autres entités. C'est tout un mélange. L'acteur principal durant le rêve, oui, c'est l'inconscient? On peut dire que la pensée consciente et l'inconscient alternent. La pensée consciente est maître pendant le jour et c'est la pensée inconsciente qui reprend le dessus pendant la nuit. On peut le dire. Et en plus, c'est cette pensée inconsciente-là qui crée ce monde de substitut à la pensée consciente. C'est là tout l'environnement du rêve, même les autres sujets, les autres personnes, toutes ces personnes-là, c'est la pensée inconsciente qui les crée. Elle crée les endroits, les actes, les personnages, tout ce que nous pouvons rencontrer dans la réalité physique. Notre pensée subconsciente la recrée de façon factice. La pensée inconsciente, justement, se prend à ce piège. La pensée consciente y croit totalement. Et prend ce monde virtuel-là pour la réalité. Donc, la pensée consciente, carrément, c'est cette pensée subconsciente qui joue le rôle de maître quand nous dormons. Comment êtes-vous arrivé à vérifier et à parler de tout cela? Oui, juste par l'observation. Par l'observation, nous observons nos rêves, mais aussi il faut dire que notre culture, disons, notre formation a été pour beaucoup. Il faut dire aussi que nous avons nous-mêmes eu à lire beaucoup d'ouvrages sur la psychologie, surtout sur l'inconscient et autres. C'est tout ça qui est resté comme fond pour nous permettre d'avoir ces réflexions sur le conscient et le subconscient. Le rêve s'établit sur ces rapports. Le rêve est né des rapports. Ce sont des rapports de toutes sortes. Le rêve fait des rapports entre les faits du jour et les souvenirs, plus ou moins proches. Vous voyez une personne dans le rêve qui vous apparaît subitement, alors que vous vous dites, mais écoutez, mais cette personne-là, c'est un ancien camarade de collège, de CEG, et vous n'avez plus jamais pensé à cette personne. Je ne sais pas si ça arrive, ça doit arriver à tout le monde. Donc, brusquement, on voit cette personne. Qu'est-ce qui fait ça? C'est quand vous, dans la journée, vous avez eu à rencontrer quelqu'un de ressemblant ou bien une certaine similarité avec cette personne-là, mais votre esprit conscient ne s'est pas arrêté là-dessus. Mais votre esprit subconscient, lui, il a déjà fait le rapport avec cette personne-là. Et justement, cette personne va revenir. Vous le voyez dans le rêve comme ça. Donc, l'esprit subconscient fait des rapports à notre insu. Ça, tout le monde le sait. C'est clair, fait des rapports à notre insu. C'est pourquoi, justement, parfois, à certains moments donnés, vous cherchez des solutions à un problème. Longtemps. Vous n'avez pas trouvé, ou bien toute la journée, vous n'avez pas trouvé cette solution, vous vous réveillez le matin et cette solution vous est servie au plateau comme le petit déjeuner. Je ne sais pas si ça va arriver à tout le monde. Hein? Donc c'est ça, c'est que l'inconscient à un certain moment donné, après avoir réfléchi, l'inconscient à votre place a fait un certain nombre de rapports qui a permis finalement de trouver la solution et vous vous réveillez sans faire aucun effort, vous trouvez la solution. Voilà, c'est ça l'inconscient, fait des rapports à notre insu, fait des associations subtiles de toutes sortes. Et c'est ça qui se passe également dans les rêves aussi. Donc, quand vous voyez une personne qui surgit comme ça, ou bien même parfois il y a
des phénomènes qui se produisent dans le rêve, nous ne pensons pas qu'il faille attribuer ça à des êtres surnaturels ou quoi que ce soit. Ce sont nos souvenirs et ce sont aussi les rapports que notre inconscient fait avec les vécus du jour et les souvenirs plus ou moins lointains. Vous dites tout ceci pour ceux qui rêvent. Cependant, il y a des gens qui disent qu'ils ne rêvent pas. Nous ne pensons pas qu'il n'y ait pas de rêve. Ce n'est pas tout le monde qui se rappelle leurs rêves. Les rêves que nous retenons au fait, ce sont les rêves qui frappent. On ne peut pas imaginer que quelqu'un dorme. C'est tout simplement qu'il ne se rappelle pas de ses rêves. C'est tout. Mais le rêve, c'est automatique. Une fois que nous quittons le monde extérieur, le rêve évolue. Et il y a les rêves sous toutes ses formes. Il y a des rêves plats même. Vous ne savez même pas au fait de quoi vous avez rêvé, mais on a quand même une impression que quelque chose s'est passé. Le mystère du rêve. Qu'est-ce qui fait le mystère du rêve? Ce sont ces personnes inconnues qui interviennent, qui sont nos interlocuteurs dans le rêve, ces personnes inconnues qui y parlent, ils réagissent de manière différente, ils ont leur gestuelle à eux, et c'est tout ça qui nous dit quand même, ce n'est pas des gens que je connais, mais donc ce sont des gens qui viennent nécessairement d'ailleurs. Or, ces gens-là, ces personnages-là, ces créatures-là du rêve, ces endroits, ces faits-là, toutes ces choses-là proviennent de l'intérieur de nous. Ce sont des choses qui proviennent de nos ressources mnémoniques, c'est-à-dire les ressources de notre mémoire. Ce sont les choses qui ont été intériorisées, qui se transforment en rêve par toujours notre pensée subconsciente qui les transforme en d'autres créatures, en d'autres endroits, en d'autres actes, en d'autres scènes. Il faut dire que le rêve, c'est une simulation du vécu. Le rêve simule ce vécu, simule tout de ce vécu-là. Aussi bien les choses concrètes que les choses abstraites. Aussi bien nos sentiments que nos pensées abstraites. Mais dans la forme de tout ce que nous rencontrons dans le rêve comme êtres, créatures ou autres, dans leur forme, dans leurs aspects, dans leur fonctionnement, dans leur scénario, s'il s'agit d'une scène auquel nous avons assisté dans ce rêve, ces choses ressemblent étrangement aux choses et aux êtres que nous rencontrons dans la vie réelle. Donc, l'inconscient simule et la réalité extérieure pour notre pensée consciente qui se retrouve en activité avec ces créatures-là. Pourquoi le contraire n'est pas faisable? Si en dormant, l'inconscient peut simuler, pourquoi en état d'éveil, la conscience ne veut pas jouer le rôle de l'inconscient? Au fait, les fonctions, les facultés de l'inconscient sont globalement les mêmes facultés que le conscient. Le conscient est joint à notre volonté. Quand nous on veut, nous faisons une réflexion logique, nous faisons des simulations. Donc tout ce que l'inconscient fait, nous le faisons. Mais pas pour la pensée consciente. Il est vrai que ces choses aussi se reflètent dans le subconscient. La preuve, c'est que nos actes, nos réflexions, toutes ces choses-là, nous les revoyons en rêve. Donc, disons globalement aussi que l'inconscient fait exactement les choses que le subconscient fait. Ce sont les mêmes fonctions de rapport, de logique, d'association de toutes sortes, de simulation, de création. Nous créons avec la conscience, mais nous créons aussi inconsciemment. Et le rêve est le témoignage de cette création autonome. Dans la vie, vous voyez une personne qui est mariée, à laquelle vous vous abstenez justement de faire des avances. La nuit, qu'est-ce qu'on peut rêver? La nuit, on peut rêver qu'on a eu une relation coupable avec une parente. Donc, la relation avec la parente, une personne parente là, va se substituer à la relation avec la personne mariée que vous avez refoulée du fait que cette personne refoulée est mariée, la société n'admet pas ça. Et qu'est-ce qui fait les substitutions? C'est les points communs. La personne mariée et la parente, tous appartiennent ils sont à l'ordre des désirs et des désirs interdits. Donc le rêve, en fait, fonctionne sur les similarités, sur les points communs. Quand il y a un point commun entre un objet A et un objet B, l'objet B va se substituer à l'objet A dans le rêve.
Et donc, c'est là que justement, quand on parle d'interpréter les rêves, il faut faire attention parce que les interprétations que les gens font des rêves à partir de certains signes, ces interprétations peuvent être hasardeuses. Parce que ce qui est lié chez quelqu'un, chez Kofi, n'est pas lié chez Komlan. Alors que c'est les choses qui se lient ou bien qui ont des points communs là qui permettent de faire des interprétations. Donc si on veut faire une interprétation, parce que Kofi vous a dit que j'ai vu ça, vous dites ah, donc ça veut dire que ceci, non. Kofi a eu à faire ce rêve qui a été un symbole de quelque chose qu'il a vécu, d'un vécu individuel. On convient aussi que ce qui est lié chez quelqu'un n'est pas nécessairement lié chez l'autre. C'est pourquoi on dit que le rêve doit être abordé au cas par cas. Et c'est un reflet de la personne, de ses pulsions, de ses désirs, de ses projets. Toutes sortes d'aspects de la personnalité s'invitent dans le rêve. Donc, on ne peut pas standardiser l'interprétation des rêves. Est-ce qu'à côté, Hugues d'Almeida peut alors interpréter les rêves? À côté, Hugues d'Almeida peut interpréter les rêves qui le concernent. Il ne va pas s'aventurer à interpréter le rêve des autres. Parce que le rêve que vous faites traduit quelque chose d'intime à votre personnalité. Vous pouvez faire un rêve, j'ai rêvé d'être sous une porte fermée, hypothèse d'école. Si Ibrahim aussi, il dit que lui aussi il a fait ce rêve qu'il était sous une porte fermée, ce n'est pas nécessairement le même sens que ça donne. Pourquoi cela? C'est que le rêve concerne chacun et ce qui est lié chez quelqu'un ne l'est pas nécessairement lié chez l'autre. Bon, le rêve est un automatisme du cerveau. Notre pensée fonctionne de façon incessante, mais la pensée inconsciente, elle aussi fonctionne, mais à l'insu de nous, à l'insu de la pensée consciente. C'est une pensée autonome et donc le rêve participe de ce fonctionnement autonome de l'inconscient. C'est l'inconscient qui produit le rêve. Les rêves sont une création automatique de l'inconscient, une création autonome de la pensée inconsciente. La pensée consciente, comme on vient de le dire, crée par simulation de la réalité. Crée un monde ressemblant à s'y méprendre au monde réel, par simulation du vécu. Et cette pensée consciente est dotée de certains atouts. D'abord, c'est une pensée subconsciente, c'est une pensée qui a une mémoire exhaustive. La pensée subconsciente reçoit presque tout. Tout ce qui reste dans le subconscient, peut-être que nous n'avons pas un millième de ce qui reste dans la pensée consciente. Les souvenirs de la pensée sont énormes. Donc, c'est pourquoi cette pensée-là, subconsciente-là, va renvoyer des choses que nous méconnaissons totalement, parce que la pensée consciente les a oubliées depuis longtemps, autrefois même, depuis notre enfance, depuis notre prime enfance même. Il y a certaines choses qui nous sont arrivées, mais que la pensée consciente n'a plus. Donc ces choses-là, avec le rêve, ces choses peuvent ressurgir. Nous nous rappelons d'une histoire d'un enfant qui a horreur de boire dans un verre. Et ça, c'est les psychanalystes. C'est Freud qui a psychanalysé. Cet enfant, il avait horreur de boire dans le verre. On l'a amené au docteur Freud, qui l'a mis dans cet état de demi-sommeil, catharsis. Et après avoir interrogé son subconscient, il s'est rendu compte que cet enfant-là, lors d'une cérémonie, il était à peine dans les 2 ans, et il a vu un chien qui a mis sa gueule dans un verre. Et cela l'a vraiment répugné. Mais avec l'âge, il a oublié ça, il a oublié ça depuis longtemps. Et bizarrement, chaque fois, même à son âge adulte, le verre, il n'aime pas boire dans un verre. Mais c'est quand même quelque chose de très inconfortable. Et on l'a amené chez le psychanalyste et il a interrogé son subconscient. Et il s'est rendu compte que dans sa prime enfance, c'est cette scène-là qui l'a horrifié. Donc notre inconscient retient beaucoup de choses. C'est une mémoire exhaustive. Et ces choses-là peuvent ressurgir dans nos rêves. Et nous les prenons pour quelque chose de très, très étrange. Cela veut dire que ce soit en sommeil ou en état d'éveil, l'inconscient travaille? Absolument.
Absolument. Tout comme notre conscient aussi travaille en état de sommeil. Puisque nous réfléchissons en rêve, on hésite, on doute, on pense, on parle. La pensée consciente fonctionne pendant le sommeil, mais seulement est obnubilée par la pensée subconsciente. De même, pendant le jour, notre pensée aussi, consciente aussi, travaille, fait des rapports à notre insu. C'est ça. La pensée consciente dans le rêve. La pensée consciente dans le rêve. Et c'est de ça justement qu'on parlait tout à l'heure, qu'il y a une pensée consciente dans le rêve. Donc, pendant le rêve, on vient de donner les exemples des manifestations de la pensée consciente dans le rêve. On a parlé dans ce chapitre également des autres facultés de la pensée consciente. Nous avons la volonté. On constate quand même que quand on rêve, on fait preuve de volonté. On a des émotions aussi pendant le rêve. Émotions, volonté, jugement, tout ça est lié à la pensée. Ces choses-là sont réelles dans le rêve. Notre volonté, notre jugement, nos émotions sont réelles, sont des facultés réelles dans le rêve, comme on peut les manifester pendant le jour. Mais les sensations qui ne sont pas liées à la pensée directement, mais qui sont plutôt liées au monde extérieur, ce sont nos sensations qui nous permettent d'appréhender le monde extérieur. Donc les sensations, tout comme le monde extérieur, sont des réalités factices, virtuelles, dans le rêve. On est arrivé à cette conclusion-là, dans le rêve. Il y a une pensée subconsciente d'abord, qui crée un monde virtuel, et une pensée consciente qui se prend à ce jeu et qui croit en ce monde virtuel comme étant un monde réel. Le rêve et la subjectivité. Subjectivité veut dire ne pas regarder la réalité telle qu'elle. Quand on est subjectif, nous voyons la réalité au travers de nos conceptions propres, de nos croyances, de nos coutumes. De toutes les façons, notre culture, ces choses intérieures à l'individu nous font voir la réalité à travers un certain prisme. Alors que si la subjectivité, c'est de ne pas voir la réalité telle qu'elle, la subjectivité du rêve que nous connaissons dans le rêve, cette subjectivité est totale. Elle ne permet même pas de voir la réalité. Quand nous faisons montre de subjectivité dans la journée, c'est que nous voyons la réalité, mais pas telle qu'elle. Mais dans le rêve, nous ne voyons même pas la réalité. L'esprit conscient est totalement pris par le rêve. Il y croit. Donc, le rêve devient un vécu total. Prenons un exemple. Si nous rencontrons une personne dans le rêve, la personne est vivante dans le rêve, un parent, un ami est vivant, on le rencontre dans le rêve. Mais nous savons dans la journée que cette personne n'est plus sur Terre, cette personne est décédée. Mais dans le rêve, cette personne nous apparaît comme étant une personne vivante. Nous le croyons le temps du rêve. Nous croyons le temps du rêve que cette personne est vivante. Jusqu'à ce que nous nous réveillons pour constater que cette personne était déjà décédée. Donc c'est un vécu total, c'est une subjectivité totale que nous confère le rêve. C'est ça le rêve et la subjectivité. Donc la subjectivité fait que nous oublions tout. Mais ça nous donne l'oubli de tout, de toute la réalité. On oublie tout de la réalité. Pour conclure, que dites-vous alors? Comment ça débute le rêve? Quand on s'assoupit, on se couche, on s'assoupit. D'abord, c'est les yeux qui se ferment de la réalité. C'est les yeux qui sont les premiers organes des sens à être coupés de la réalité. Progressivement, il y a l'ouïe qui aussi s'estompe, et puis tous les autres sens à la suite. Donc, le fait de se couper graduellement du monde extérieur nous fait plonger progressivement dans le rêve. Et au fait, nous avons des images flottantes qui nous passent des paysages, une maison désaffectée, on voit un chemin, on voit des images, mais les yeux fermés, c'est un peu comme si on voyait à travers nos paupières. Mais c'est les images mentales que nous avons eues du vécu, pas nécessairement du vécu proche, mais du vécu plus ou moins lointain, ces choses-là qui nous reviennent lorsqu'on s'assoupit dans le rêve. Graduellement, ces images flottantes-là nous amènent vers le rêve. Et donc, c'est là que le monde extérieur se coupe progressivement
et c'est le monde mental qui prend le dessus. Et c'est ça qui justifie le fait que, justement, le rêve, c'est une représentation totale de notre vécu, et pour cause. Cette représentation totale a sa raison d'être, puisque le rêve veut permettre à la pensée de continuer à s'exercer. Donc, d'être à l'aise comme si elle était dans la vie en général. Et donc, c'est cette fonctionnalité que nous trouvons au rêve qui est d'être le substitut de la réalité, afin que notre pensée puisse continuer de s'exercer, car il n'y a jamais de pensée sans penser de quelque chose. Une pensée qui n'a pas son objet cesserait tout simplement d'exister. C'est là que le rêve trouve son utilité, substitut de la réalité. Pour terminer, quelles sont vos recommandations? Au vu de tout ce que nous venons de dire, tout le monde peut déjà se rendre compte que ce ne sont pas des choses qui se trouvent dans les ouvrages. Ce livre, nous le recommandons justement beaucoup au public. Ils vont découvrir des choses qu'ils n'ont jamais vues ailleurs. Nous allons modestement dire qu'ils apprécieront eux-mêmes de la pertinence des propos ou bien des idées, des affirmations qui s'y trouvent. Oui, celui qui arrive à s'enquérir de ce document, quel sera alors le plus qu'il va gagner là-dessus? Oui, et le plus qu'il va gagner là-dessus, c'est justement une autre vision, ou bien une vision beaucoup plus étendue du phénomène. Il va gagner aussi, ce livre va aussi lui permettre de réfléchir, d'étendre sa vision du rêve et de faire lui-même justement des études ou bien des analyses par rapport à ce que nous avons dit, et ça lui permet d'avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus étendue quant à ce phénomène du rêve. Voilà, monsieur Akoete Hugues d'Almeida. J'aurais souhaité vous garder plus que ça, mais le temps qui nous est imparti est arrivé. Nous avons le devoir de remettre l'antenne pour que la télévision togolaise poursuive ses émissions. Avant de vous laisser partir, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de conseiller vivement la lecture de ce livre. Celui qui va lire ce livre va se rendre compte quand même qu'il y a une autre façon de comprendre le rêve et qui est une représentation intégrale de l'individu, mais aussi une représentation intégrale du monde dans lequel il évolue. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de votre émission préférée Idées. Merci pour la fidélité que vous accordez à cette émission. Le réalisateur du jour, Akapo, merci pour votre savoir-faire. Vous qui avez permis à ces milliers de téléspectateurs de par le monde de nous suivre encore dans ce nouveau numéro de Idées. Nous allons nous retrouver très prochainement, chers téléspectateurs. Mais d'ici là, moi je vous dis bye bye.